Salut à tous les amoureux de la chose ludique et culturelle, puisque aujourd'hui, en direct de la bibliothèque, c'est une émission Culturelle pour vous présenter toutes mes inspirations, on va dire comics d'ici préférées, et surtout que je considère comme étant des incontournables qui vous permettront, on va dire, que vous jouiez dans un univers de super-héros ou on va dire dans d'autres univers de vous donner on va dire des idées, des thématiques qui je pense seront d'une très très grande valeur, d'une très très grande on va dire source d'inspiration pour justement étayer vos scénarios, vos campagnes. Voilà. Donc à la suite on va dire de mes vidéos justement sur Versus et sur DC Heroes, je vais vous faire en fait vraiment le tour de ce qui pour moi, on va dire, est impossible, on va dire, à éviter. Si vous voulez, on va dire, avoir ne serait-ce qu'une culture comics minimale pour prétendre, on va dire, à pouvoir parler du genre en toute connaissance de cause. Et donc je commence par Watchmen, évidemment le monument, le pavé. Alors de celui-là est une pavasse. Donc une édition, celle-ci, une édition que j'ai achetée dans le courant des années 2000. Ah, j'arrive pas à retrouver la date, mais je sais que je l'ai achetée. Celle-ci est de 2002. Voilà, je l'avais achetée à Album à l'époque, à Paris. Quand je faisais un petit peu le tour des boutiques de jeux de rôle à l'époque, justement pour acheter, on va dire, de l'occasion, je faisais aussi un petit tour par les boutiques de comics, dont Album, qui existent encore, et qui avaient, on va dire, le grand privilège et le grand avantage de proposer vraiment des versions en VO de comics. Et là, donc là, j'ai acheté quand même, c'est une version française, mais malgré tout d'excellente qualité. Voilà, il était paru donc en français, si mes souvenirs sont bons, dans les 87, entre 87 et 89, si mes souvenirs sont bons, sachant que donc le comics original lui date de 86, entre 86 et 87 également, si je ne m'abuse. Et voilà, Watchmen, c'est la révolution, c'est Alan Moore, évidemment. Alan Moore a révolutionné le comics, on va dire, de fond en comble, en reprenant, on va dire, des vieux personnages, on va dire, de DC, en les transformant, parce que bon, il fallait quand même pas les tuer, on va dire, de manière inconsidérée. Il pouvait en faire ce qu'il voulait, dans la mesure où, voilà, c'était des personnages vraiment secondaires qu'il a, on va dire, retravaillé pour son intrigue. Et il a fait vraiment, voilà, pas seulement un comics, mais une œuvre artistique, une œuvre littéraire qui dépasse de bien loin ce qu'on peut encore faire aujourd'hui, même s'il y a d'excellentes choses. Et ça a ouvert la porte vraiment à quelque chose d'extraordinaire en termes de réflexion justement sur ce qu'est le super-héros et ce qu'est en particulier là, on va dire, le vigilante. Puisqu'on parle évidemment de groupes de vigilantes et on va dire de leur interaction avec la société et de la manière dont le monde tourne, on va dire, autour de cette problématique du vigilante, mais aussi de la problématique de la guerre froide, qui est très très présente, évidemment, dans Watchmen. Donc ceux qui ne connaissent pas, Watchmen, c'est au départ un groupe, en fait, donc de vigilantes plus ou moins, on va dire, indépendants, qui est obligé, à cause donc d'une loi, la loi Keane, de travailler, comment dire, aux ordres du gouvernement, qui vont faire évidemment des choses pas très claires. Il y a eu un groupe précédent, les Minutemen, qui sont un peu, donc eux sont un peu les descendants en fait des années 60-70 de ce groupe, donc des années 40-50, qui combattaient le crime, qui combattaient donc des super vilains entre guillemets, on va dire très dans l'ambiance, on va dire, Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, le groupe se dissout suite, on va dire, à l'interdiction d'une certaine manière des vigilantes. Certains acceptent de travailler pour le gouvernement, dont en particulier donc, ici le comédien. Parce que là, donc, on a tous les membres de l'équipe, donc le docteur Manhattan, qui est un peu un statut particulier, Silk Spectre, la deuxième du nom, qui est la fille de la première Silk Spectre, Ozymandias, comment Oilman, évidemment,
et Rorschach. Alors là, il y a aussi, comment dire, un membre de l'ancienne mouture. Donc c'est, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Désolé, son nom va probablement me revenir. Mais c'est Billion Dollar Bill, je crois. Million Dollar Bill, oui, je crois que ça doit être ça. Mais là, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire sur le nom de ce personnage. J'en suis désolé. Si ceux qui connaissent évidemment bien pourront corriger par eux-mêmes. Parce que là, j'avoue que j'ai, on va dire, une, un écueil sur ce point. Donc l'histoire commence par la mort en fait du comédien qui va entraîner évidemment une enquête de la part de Rorschach qui lui est vraiment un vigilante qui est passé dans l'ombre et qui est devenu on va dire et qui l'était déjà mais qui est devenu on va dire un extrémiste avec des méthodes plus qu'extrêmes pour combattre le crime mais dans l'ombre, à savoir que Oil Mine, Six Spectre elles ont raccroché, Adrian Veidt lui a révélé sa véritable identité celle de comme quoi il était Ozymandias et est plus devenu on va dire un on va dire un responsable marketing d'une corpo qui justement vend des figurines à son effigie et aux effigies, à l'effigie aussi des autres Watchmen et on va dire à énormément d'activités très lucratives à travers le monde. Donc il s'est vraiment recyclé en patron de corpo. Et en fait, on va s'apercevoir petit à petit qu'il y a donc toute une intrigue qui tourne autour justement du docteur Manhattan qui serait à l'origine donc ça c'est dans le film, attention, qui lui, donc le docteur Manhattan serait à l'origine malgré tout d'un scandale qui l'oblige à quitter la Terre, puisqu'il serait accusé, on va dire, d'avoir causé le cancer à plusieurs de ses collaboratrices, dont en particulier son ex-femme, parce que maintenant il est avec la Seal Spectre. C'est son nom m'échappe évidemment. Décidément c'est le jour des trous de mémoire. C'est pas vrai. Pourtant j'ai revu le film il y a pas très longtemps. C'est terrible. Donc sa mère c'est Sally Jupiter, mais elle c'est j'arrive pas à me retrouver son nom pour l'instant. Tant pis. Ça me reviendra peut-être ou pas. Et donc le docteur Manhattan s'exile sur Mars, qui donne les mains libres, on va dire, à Ozymandias pour fomenter son coup. Et comme on est évidemment dans la période de guerre froide, eh ben, le risque de l'apocalypse nucléaire est très vif. Donc voilà, il y a la fameuse horloge de l'apocalypse qui indique donc que quand on arrivera à minuit, ce sera la guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale, et donc la fin de l'humanité. Et lui, donc évidemment, il veut éviter ça, et pour ça, il fomente une très très grosse intrigue où il va, non pas comme dans le film, la version du film est quand même très valable, hein, moi je trouve. Moi, c'est un film de Zack Snyder que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le travail de Zack Snyder de manière générale. J'en reparlerai un peu dans cette vidéo d'ailleurs, en citant des inspirations aussi filmiques. Et donc, il fait croire d'une certaine manière à une invasion extraterrestre destructrice qui va obliger l'humanité à s'unir, alors que donc le docteur Manhattan lui est devenu déjà de façon particulièrement misanthrope de manière générale et s'est exilé sur Mars et s'est complètement désintéressé de l'humanité, même s'il revient à la fin pour on va dire châtier les méchants. Et donc en fait voilà, je vous spoile pas, en plus si vous avez vu le film, c'est pas celui qu'on croit qui va mourir de la main du docteur Manhattan, c'est pas celui, on va dire, qui a fomenté le plan, c'est-à-dire Ozymandias, mais c'est Rorschach qui va périr pour lui avoir l'intention de le révéler à tout le monde. Ce qui est quand même assez, on va dire, ironique. La BD est vraiment géniale. Bon, alors le style graphique est vraiment très old style années 80, on est bien d'accord, mais chaque chapitre est parsemé, on va dire, d'articles, d'extraits de journaux, voilà, c'est vraiment génial. Y a une intrigue à l'intérieur de l'intrigue aussi, avec cette fameuse histoire, cette BD que lit l'un des gamins à côté du marchand de journaux de rue. Cette histoire, comment dire, de pirate qui a fait l'objet d'ailleurs d'un petit animé qui a été intégré donc à la version longue de Watchmen en film, qui est vraiment très intéressant parce qu'en plus il y a un lien dans l'intrigue. Alors on le sait pas dans le film, mais dans l'intrigue il y a un lien en fait avec cette BD et justement tout le plan d'Ozymandias. J'explique pas parce que c'est vraiment très très bien fichu, mais c'est pas évident à éclaircir. Et vraiment c'est génial. Et donc on découvre en fait les super héros à travers donc un livre, donc à travers des coupures de journaux, des articles qui balance sur les anciens super-héros comme quoi la Seal Spectre 1 était une gourgandine,
pareil, balance, on va dire, à travers le premier Allman, qui lui, on va dire, écrit ses mémoires et balance un petit peu sur tout le monde. Vraiment, il y a des révélations assez sulfureuses qui font scandale, etc. C'est d'une richesse, on n'en fait jamais le tour quoi, de Watchmen, il y a toujours. Voilà. Et vous pouvez, en toute quiétude, voir le film. Moi, je pense qu'il a vraiment son intérêt. Donc là, j'ai pas le. Parce que j'ai plusieurs versions. Et j'ai oublié, malheureusement, j'ai pris d'autres DVD, mais j'ai pas pris celui-là. Mais je vous conseille la version longue, évidemment, qui intègre donc les scènes, on va dire, de l'animé, donc de l'histoire d'horreur de pirates qui est racontée en fait au sein de la bande dessinée et faisait partie d'un animé à part dans le film, enfin du moins dans la version courte. Et c'est vraiment génial. Voilà. Donc Watchmen, c'est le parangon, l'apex, voilà, de tout ce qu'on peut faire et raconter, je pense, sur le genre super-héros, à travers, on va dire, bah, la problématique de base qui est qu'est-ce qui pousse quand même des gens à prendre le masque et à rendre justice par eux-mêmes. Qu'est-ce qui va les empêcher de sombrer, on va dire, dans l'extrémisme, dans une forme on va dire, de fascisme. C'est vraiment très, très intéressant. Le contrôle gouvernemental, on va dire, voilà, le contexte de guerre froide qui, lui, bah, nous, on n'est plus vraiment, on va dire, là-dedans, mais qui est aussi, on va dire, met en exergue énormément de choses par rapport, on va dire, à la manière dont les personnes vont gérer leurs vigilantes, puisque là, c'est des vigilantes sans pouvoir, ils ont juste des gadgets, ils ont juste, on va dire, un très grand entraînement. Ah, le seul personne à avoir des pouvoirs dans le monde de Watchmen, c'est le docteur Manhattan, qui lui est issu, en fait, d'un accident qui l'a rendu en fait un statut divin quoi. Le docteur Manhattan est l'entité du monde d'ici sûrement la plus puissante en termes de jeu d'ailleurs. Comme j'avais fait la vidéo sur DC Heroes, ben, il a, on va dire, les caractéristiques à 50. Alors que voilà, même Superman, lui, il plafonne à 20 quoi. Donc, bah, Dr Manhattan, voilà, contre Superman, il fait pas un pli quoi. D'ailleurs, il y a un comics dont je vous parlerai pas, mais qui, voilà, c'est Armageddon Clock ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est un comics où justement l'univers Watchmen rencontre l'univers de la Justice League. Ben voilà, la rencontre est assez expéditive, on va dire. Mais l'intrigue est assez intéressante. Mais elle ne fait pas partie de ma sélection. Voilà, donc Watchmen, un incontournable à revoir. Donc en BD absolument, en film également. Moi je pense il a sa place. Alors, le deuxième, évidemment, aussi une adaptation filmique qui a fait couler de l'encre, V pour Vendetta, que moi, franchement, j'adore. C'est pareil, c'est l'esprit révolutionnaire, c'est les idées, on va dire, voilà, la volonté de changer le monde, de combattre, on va dire, le totalitarisme. Donc c'est toujours, évidemment, Alan Moore. Voilà, là, ça, c'est la version que j'avais achetée aussi en, comment dire, en boutique de comics en VO qui est vraiment excellente. Voilà, avec plein de petits passages comme ça, avec donc des partitions musicales. Il y a vraiment plein de petites trouvailles, de petites choses. C'est vraiment excellent. C'est vraiment aussi un style des années 80, puisque celle-ci date. Alors la première parution, c'est aussi dans les années 80, V pour Vendetta. Donc ça n'a pas par contre intégré l'univers d'ici, on va dire qu'on connaît. Donc V n'est pas dans l'univers, c'est une dimension parallèle, enfin un univers parallèle, tout comme Watchmen au départ d'ailleurs. Sauf que là, depuis la Crisis, les univers se sont, on va dire, scindés. Donc là, c'est la première donc date de 88 visiblement. Et là, celle-ci, c'est une réédition de quelle année? Moi, je l'ai acheté beaucoup plus tard. Visiblement, c'est une édition définitive qui date de 90. Voilà. Mais je l'ai acheté beaucoup plus tard. Donc avec la préface d'Alan Moore de 88, justement. Et donc, voilà. Donc l'histoire, évidemment, donc ça a été adapté au cinéma depuis donc par les sœurs Wachowski. C'est en fait donc un état totalitaire imaginaire entre guillemets qui m'a beaucoup inspiré pour Versus d'ailleurs pour désigner on va dire le Royaume-Uni qui, on va dire, est un état policier. On est vraiment
l'imagerie, l'univers, on va dire, décrit par 1984 de George Orwell, c'est vraiment ça. Hein. Il s'en est vraiment très inspiré. Et évidemment, ils fondent évidemment leur pouvoir sur un mensonge. Ils sauvent la population en fait d'un attentat, d'une épidémie abominable et s'assoient sur le pouvoir, aux places de décision politique pour instaurer une dictature. Et ils font évidemment des expériences. Et l'un de ces sujets d'expérience, donc V, parce que c'était la cellule numéro 5. Oui, je spoil un peu dedans, mais bon, ça n'empêchera pas que vous ayez plaisir à lire, surtout si vous avez déjà vu le film, qui n'est pas mauvais, je tiens à le dire aussi. C'est une adaptation que moi je trouve valable également, qui était paru en 2000, c'était 2006 pour le film. Et donc V, lui, va se réussir à s'enfuir de ce camp, comment dire, d'expérimentation et va mener donc une vendetta, c'est-à-dire une vengeance à l'égard du pouvoir, et va, on va dire, à l'occasion du Guy Fawkes Day, reprenant donc justement le masque de Guy Fawkes, donc, et réaliser une révolution qui va pousser normalement les gens à se révolter contre ce gouvernement totalitaire, justement la date du 5 novembre, qui est la date, on va dire, commémorative du Guy Fawkes Day, où donc on commémore l'échec, si je puis dire, de la conspiration des poudres, qui visait, où donc Guy Fawkes, dans on va dire l'histoire britannique, avait tenté, on va dire, de dynamiter le Parlement. Et là, justement, il va arriver jusqu'au bout, il va, on va dire, fomenter son plan pour mettre à bas, comment dire, ce pouvoir totalitaire. C'est vraiment le super-héros, entre guillemets, vraiment très anti-héros, en fin de compte, anarchiste, qui veut aller jusqu'au bout et rendre les gens libres et faire comprendre aux gens ce que c'est que la liberté, et que cette liberté, eh ben, si on la veut, eh ben, il faut la prendre. Voilà. Et donc moi, c'est un récit vraiment que je trouve majeur au niveau des comics, parce que ben, voilà, là on rentre, on va dire, dans ce que le comics a fait de mieux en termes d'idéologie politique, on va dire, expliquée à travers, on va dire, une œuvre de fiction. Et ce que c'est que le combat politique, ce que c'est que, on va dire, la manière, on va dire, de combattre pour ses idées et de prendre parti même par les armes, et donc de comprendre de nombreux mouvements qui ont étayé notre histoire, ou comment ben, on en est arrivé à prendre les armes pour défendre notre liberté et pour se libérer de l'oppression. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un récit vraiment, on va dire, incontournable à ce niveau. Voilà. Le troisième dont je vous ferai part, c'est pour moi aussi voilà, quelque chose d'incontournable. Kingdom Come. Donc là, j'ai choisi une des versions que je possède, puisque je possède la version quand elle était parue en tome, on va dire, mensuel, chez le marchand de journaux. J'ai la première version, on va dire, en un seul tome. Et ça, c'est une réédition donc, qui date des années, donc qui fait 340 pages quasiment. Et celle-ci, je l'ai achetée en quelle année? Je l'ai achetée quand elle est sortie. Et évidemment, on n'arrive jamais à retrouver la date. C'est pas possible. Donc ça date ouais, des années 2012. Voilà, version 2012. Donc chez Urban Comics. Celle-ci doit être encore trouvable très facilement. C'est aussi un monument. Voilà, c'est comment on va dire imaginer l'univers d'ici en version, si je puis dire, eschatologique, c'est-à-dire voilà, qui présente l'apocalypse possible pour les super-héros et pour les méta-humains. Donc à savoir que, oui, c'est vrai que j'ai oublié mais l'univers de DC, donc les deux autres, étaient évidemment des univers parallèles, même si l'univers Watchmen s'est scindé à l'univers DC classique. On part du principe dans l'univers DC donc, que les super-héros, évidemment, existent, et que c'est ce qu'on appelle donc des méta-humains, c'est-à-dire des personnes qui soient donc victimes d'un accident qui leur a conféré des pouvoirs, qu'ils soient extraterrestres, qu'ils soient, on va dire, donc il n'y a pas de mutants en fait dans l'univers d'ici, qu'ils aient, on va dire, des appareillages technologiques, des améliorations qui leur donnent, on va dire, qui leur confèrent des pouvoirs. Et là, on est, donc, on va dire, donc, dans une classification où il y a les humains et les méta-humains, qui sont, on va dire, vraiment une classe de l'humanité qui
certains considèrent qu'ils n'en font pas partie, d'autres qu'ils en font partie, mais qui sont beaucoup plus, qui sont l'avenir d'une certaine manière, qui sont d'une certaine l'évolution logique et probable et on va dire inévitable de l'humanité. Et donc, cette confrontation humain-méta-humain est extrêmement importante, et j'en parle parce que dans Kingdom Come, c'est l'une des clés, on va dire, de compréhension, on va dire, de l'œuvre, puisque, ben voilà, techniquement, on a les humains à l'intérieur de Kingdom Come qui veulent justement faire disparaître les méta-humains et qui les combattent. Et il y a justement, on va dire, Batman qui lui, donc Bruce Wayne, qui lui est entre les deux. Donc là, on est dans un futur dystopique de l'univers d'ici, où donc Superman est vieux, Superman il s'est retiré on va dire dans sa forteresse de solitude, et il joue au fermier, au fermier du Kansas, voilà, parce qu'il est désabusé, il est dégoûté, l'humanité en fait l'a rejeté, parce qu'il a refusé en fait de tuer un vilain, et pas n'importe lequel, c'était quand même le Joker, parce que on part d'un événement qui a eu lieu, je crois que c'était il y a 15 ans, dans la chronologie, où donc le Joker a pris en otage tous les gens du Daily Planet, a tué Lois Lane. Superman évidemment n'avait qu'une seule envie, c'était de le déboîter, mais il s'est retenu, hein, parce que voilà, il a des principes, voilà, il est attaché, comment dire, à des principes voilà, immuables, qui sont ceux du Superman que l'on connaît. Et il y a une nouvelle génération de super-héros on va dire la problématique de Kingdom Come, c'est le conflit justement des générations où là eux ils n'hésitent pas à tuer, eux ils n'hésitent pas à aller jusqu'au bout, sauf que ça va amener évidemment à des gros soucis, des gros problèmes, et ça va mettre l'humanité, on va dire, au bord de la destruction. Les vieux super-héros se retirent suite à cela, puisque les nouveaux, d'une certaine manière, sont devenus beaucoup plus populaires. Magog donc a tué le Joker, et il devient, on va dire, le symbole de cette nouvelle génération qui, elle, on va dire, n'hésite pas à rentrer dans le tas. Ils vont combattre les vilains, ils vont en tartiner une bonne partie, beaucoup aussi vont rentrer on va dire, vont rentrer dans la clandestinité et former justement un club privé, donc mené par Lex Luthor, mais qui compte aussi donc Catwoman, le Riddler, le fils de Ra's al Ghul, etc., etc. Et eux vont tout faire pour essayer, on va dire, d'amener les métamuins à se faire détester par l'humanité, puisque de toute façon en plus ils font n'importe quoi, ils se finissent par se battre entre eux, à causer des destructions massives, et à un moment voilà, on en a gros comme dirait l'autre, et donc Wonder Woman vient rechercher Superman en lui disant là faut faire le ménage, c'est plus possible, et on part là-dessus, et donc là le conflit donc entre les anciennes générations et les nouvelles générations va vraiment, on va dire, atteindre son paroxysme. Il va reformer la Justice League. Superman va arriver et va dire: vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Si vous êtes contre moi, concrètement, on vous tatane et on vous met en tôle, on vous met en prison, donc dans une prison spéciale pour les méta-humains. Sauf que la prison pour les méta-humains, elle va finir par elle aussi déborder et exploser d'une certaine manière. Les gardiens vont pas réussir à tenir et à faire en sorte que les murs les retiennent. Et là, l'humanité, manipulé, on va dire, plus ou moins par ce club donc mené par Lex Luthor, va amener, on va dire, les États, on va dire, à balancer carrément des bombes nucléaires pour détruire en fait les méta-humains et s'abroger en fait de cette situation et faire en sorte d'être libéré, on va dire, du joug des méta-humains qui soit, on va dire, bon. Même Superman tourne, on va dire, dans le fascisme, dans la mesure où il impose aux plus jeunes de suivre son mouvement, qui est un mouvement en fait qui était en théorie, on va dire, médian, mais en fait qui est extrémiste dans un certain point, parce que concrètement, c'est si vous pensez pas comme lui, si vous n'avez pas son idée du bien et de la manière dont le bien doit être exercé, vous êtes contre lui. Alors que eux, ils tuent les méchants parce qu'ils jugent qu'ils sont méchants, mais bon, ils sont complètement, on va dire, inconscients, insouciants de la portée de leurs actes, et donc ils en finissent par être aussi dangereux que des vilains. Et ils se battent entre eux comme des chiffonniers, si je puis dire, comme des gamins quoi, dans une cour d'école, sauf qu'ils ont tellement de super pouvoirs, évidemment, que ce qu'ils causent est abominable. Donc il y a ce conflit là, et Superman donc va se battre donc en duel contre Shazam, qui est manipulé par Lex Luthor grâce à, on
va dire, une sorte de petit verre en fait qui lui permet de le contrôler. Et le combat, on va dire, va être extrêmement épique. Les dessins d'Alex Ross sont vraiment magnifiques. Voilà, moi, l'aspect graphique est vraiment ce qui m'a fait, qui m'a fait aimer, comment dire, cette bande dessinée. Donc là, vous voyez, c'est quand justement la bombe nucléaire a explosé et que la plupart des super-héros sont morts. Regardez un peu, ces dessins sont vraiment mais prodigieux. Alex Ross, faut dire, voilà, c'est l'un de mes illustrateurs préférés. Et donc, c'est vraiment. Voilà, c'est génial. Donc, on a en plus un Batman qui, lui, est un peu joue un peu on va dire l'indécis en fait, faussement l'indécis dans cette histoire, parce que il est plus ou moins, lui, il a transformé en fait Gotham City en dictature totalitaire avec de la surveillance partout. Donc il a été donc il a eu sa colonne vertébrale justement brisée par Bane, donc il a un exosquelette. Et donc il est, on va dire, il surveille Gotham et il fait en sorte, on va dire, que les super vilains ne puissent pas ne bouger un petit doigt sans qu'il y ait ces sentinelles qui agissent dans Gotham et qui concrètement les mettent à bas. Et donc il est contacté évidemment par le club de Luthor, il fait croire qu'il est avec eux, mais en fait non, secrètement, même s'il a des grosses dissensions avec Superman, il finit quand même par se rallier à lui. En fait, il était allié à lui depuis le départ, mais il faisait mine d'eux, hein, c'est un malin. Et voilà. Et ce qui fait que dans toute cette intrigue-là, ils arrivent malgré tout. Il y a pas mal quand même de gens qui meurent hein, durant le combat, mais ils arrivent à éviter que toutes les bombes nucléaires qu'on leur balance sur la tête pour en finir ne les tuent tous. Donc, vous voyez, en plus, il y a des pages de dessins préparatoires hein, de tous les super vilains, voilà, les couvertures, les tirés à part, les posters, il y a tout, et c'est vraiment magnifique. C'est une manière, comment dire, de raconter, de découper l'intrigue que moi je trouve géniale. Ça a vraiment, on va dire, sa place, on va dire, dans une comitech, si je puis dire, vraiment idéale. C'est une œuvre majeure, pour moi aussi, au même titre que donc V pour Vendetta et Watchmen. C'est vraiment génial. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais cette histoire, elle est racontée par les yeux en fait d'un humain qui, d'une certaine manière, est inspiré donc par une entité, on va dire, assez connue du monde de DC. Donc c'est le Spectre ou Deadman. Enfin bon, il y a les deux en fait qui ont une importance. Et donc lui, en fait, il raconte les événements par ce biais. C'est le Spectre, c'est bien le Spectre. Hein, je ne dis pas, oui c'est le Spectre, c'est bien ça. Je ne dis pas de bêtises, mais il y a aussi Deadman qui intervient aussi dans l'intrigue, c'est pour ça que j'ai fait une confusion. Et lui, on va voir en fait l'intrigue se dérouler par ses yeux, et lui, il est un peu l'annonciateur de l'apocalypse. Il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ça va être affreux. D'où le nom justement Kingdom Come, c'est l'apocalypse. Hein. Voilà. Et voilà. On le voit donc toute cette histoire se dérouler à travers ses yeux et tout se dérouler. Et finalement, une issue, on va dire, qui est un peu une sorte de victoire en demi-teinte, puisque les nouvelles générations sont quasiment toutes massacrées, on va dire, par les bombes nucléaires. Quelques-uns survivent grâce à Green Lantern, qui est devenu, on va dire, une entité surpuissante. Hein. Là-dedans, on va dire, ils sont à leur paroxysme de puissance, que ce soit donc Superman, Wonder Woman, donc Green Lantern, qui en plus, je trouve, est génial avec son aspect, on va dire, de chevalier, comme ceci en armure. C'est vraiment prodigieusement beau. Voilà. Et donc cette Justice League réussit à gagner, mais c'est vraiment une victoire, on va dire, à la Pyrrhus, si je puis dire. Et c'est le conseil, justement, mais j'ai le dessin préparatoire, je l'ai vu sous mes yeux. Voilà, le Front de Libération de l'Humanité. Voilà, c'est donc les méchants, en quelque sorte, qui, eux, sont profondément anti-méta-humains et qui, on va dire, manipulent tout le monde dans l'ombre pour, justement, éliminer tous les méta-humains. Donc voilà, Kingdom Come, une œuvre majeure, incontournable. Franchement, moi, ça m'a toujours...
inspiré, comment dire, depuis que je connais cette bande dessinée. C'est vraiment, voilà, j'y ai fait d'une manière ou d'une autre toujours référence, même dans ma campagne DC Heroes. J'avais fait justement une partie où on jouait dans le futur, et c'était le futur, c'était justement l'univers de Kingdom Come. Voilà. Donc, je vous ai dévoilé les grandes lignes, mais bon, j'ai gardé quelques petites surprises. Évidemment, voilà, il y a un after où il y a une révélation, évidemment, puisque Superman et Wonder Woman, en fait, finissent par avoir une relation, et donc, eh ben, on découvre des petites choses à la fin. Mais là, je vous le garde, vous le lirez si jamais vous l'avez pas. Un autre incontournable, voilà, Red Son. Donc il a est de Mark Millar. Mark Millar qui est aussi un exceptionnel scénariste de bande dessinée, qui nous a fait évidemment plein d'autres choses extrêmement, on va dire, impactantes, on va dire, dans le monde de la BD. Donc Mark Millar, si je ne m'abuse, bah, c'est lui justement. Comment cette dernière série qui justement n'a pas beaucoup fonctionné sur Netflix, qui pourtant, je pense, avait du c'est Jupiter's Legacy. Voilà, je crois que c'est ça. Mais c'est bien le nom de la BD. La série, moi, je l'ai trouvée pas si mauvaise que ça, même si ça tournait un petit peu trop sur le mélange de super-héros et Cthulhu, si je puis dire. Mais bon, elle n'était pas si mauvaise. Bon, il y avait des choses à améliorer quand même, mais les problématiques étaient intéressantes. Donc là, on part du principe, c'est pareil, une dystopie où donc, ben, qu'est-ce qui serait passé si Superman, sa capsule, ben, elle avait atterri en URSS au lieu d'atterrir à côté de Smallville. Ben voilà, donc Superman devient le héros du peuple, le défenseur, on va dire, de la révolution bolchevique, et c'est génial. Franchement, c'est une vision extrêmement pertinente, avec donc un Batman russe avec sa chapka qui est vraiment excellent, qui résiste justement à ce Superman. Là, on voit qu'il se bat contre Bizarro. Une intrigue qui est vraiment. Celle-là, j'ai pas envie de vous la spoiler. Donc voilà, les combats contre Bizarro, contre Brainiac. Donc on retrouve quand même tous les ennemis, on va dire. Les dessins en plus sont très très beaux. Hein. C'est des dessins de Dave Johnson. Et en crash probablement de Killian Plunkett. Plunkett, ouais, c'est ça. Et bon, bah, avec un plot twist évidemment, puisqu'on a voilà, l'avenir de ce Superman, qu'est-ce qui. Et on découvre en fait quelque chose à la fin sur ce Superman. Et donc il y a évidemment aussi Lex Luthor qui est à l'intérieur de cette intrigue. Et c'est franchement, je trouve que le contre-pied qui est pris à la fin est vraiment excellent. Donc c'est pareil, un incontournable. Celui-là, il est pas très très, voilà, toujours donc c'est chez Urban Comics aussi, hein, je crois. Il précise pour lecteur averti, c'est vrai que la thématique est quand même assez, on va dire, Kingdom Come est pas non plus, on va dire, à mettre entre les mains d'un jeune enfant, on va dire. Mais on a vraiment voilà, un récit pareil qui décape, qui change les codes, et ça c'est vraiment très important. Tous les récits que je vous présente là, c'est parce que justement c'est des récits qui changent les codes et qui apportent vraiment un plus à tout cet univers graphique et à tout l'univers des super-héros. Donc voilà, celui-là je vous conseille de le lire, je ne le spoile pas parce que vraiment il est génial. Les autres, même avec ce que je vous ai dit, il est toujours intéressant à lire. Là où Red Son vaut mieux, comment dire, le découvrir petit à petit, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Après, une BD que j'aime énormément, voilà, c'est donc présenté en coffret, c'est H, Silence en français. Donc là, c'est la VO, la compile complète en VO, en grand format, qui est vraiment de toute beauté, avec donc des dessins de Jim Lee. J'adore Jim Lee, j'adore son boulot. Je l'avais découvert, je savais même pas que c'était lui quand je lisais à l'époque les comics de Gen 13, qui est donc l'univers de Gen 13 et donc de tout ce qui est univers Wildstorm, a intégré l'univers d'ici suite au rachat et après à la Crisis. Donc techniquement, voilà, Gen 13 maintenant ça fait partie de l'univers d'ici. Donc vous avez des dessins de toute beauté. Vous avez donc un chapitre où chaque fois vous avez un méchant emblématique qui est, on va dire, présenté au sein de l'intrigue. Et donc tout tourne évidemment autour de Hush et de sa véritable identité, qui cherche évidemment à nuire à Batman
Donc voilà, on a Poison Ivy, Catwoman, avec donc une histoire, une idylle justement entre Bruce Wayne, Batman et Catwoman. Moi, je vous ai révélé que Batman c'était Bruce Wayne. Oh ouais, vous le saviez pas, j'en suis sûr. Euh, qui là est plus ou moins son allié quand même. Donc vous avez également Superman, vous avez donc Poison Ivy qui a une grande importance aussi, donc avec un Superman qui, on va dire, dont Poison Ivy prend le contrôle et ça décape. On a évidemment dedans aussi un chapitre où il y a le Joker et Harley Quinn qui est en bonne place. Voilà. Harley Quinn qui est donc là a été intégrée pleinement dans l'univers graphique depuis son apparition donc dans l'Animated Series de 92, si mes souvenirs sont bons. Et donc toute cette intrigue en fait autour donc, de ce mystérieux silence qui veut nuire de près ou de loin en utilisant des vilains on va dire à Batman, avec donc évidemment un plot, une révélation à la fin de l'intrigue. Je ne spoilerai pas non plus là, qui est vraiment diablement intéressante, à savoir qu'ils ont fait un animé de silence justement qui n'est pas du tout l'intrigue en fait de la bande dessinée, c'est complètement différent. Mais l'intrigue de l'animé Silence est extrêmement intéressante aussi. Je trouvais que ce qu'ils ont fait était plutôt malin. Mais ça vous spoile pas, comment dire, voilà, avec les dessins préparatoires. Non, c'est vraiment aussi pareil une œuvre majeure au sein de l'univers d'ici, où là donc on est plus donc dans l'univers du Carpet Crusader comme on dit. C'est voilà à lire absolument. Donc il y en a un autre aussi que je vous ai pas amené, qui est aussi très intéressant. C'est la cour des hiboux évidemment. Et donc là pareil je l'ai en VF en VO, mais c'est dans la même lignée en fait, voilà, de ces récits de Batman qui ont vraiment forgé cet univers, toute la richesse de cet univers. Donc H, la cour des hiboux, le White Knight aussi, que je ne vous présente pas là, mais que je vous évoque. Alors après, un incontournable aussi, donc là je l'ai en version, c'est 4 tomes, qui sont parus pareil dans les années, ça c'était dans les années 2000, que je revois, si j'arrive à retrouver la date, c'est 2001, voilà. Donc la fameuse Crisis on Infinite Earth, qui a inspiré énormément, on va dire, le Arrowverse, justement. Si vous pouvez difficilement comprendre le Arrowverse, en particulier Legends of Tomorrow, qui est la synthèse un peu de toutes les séries du Arrowverse, qui on peut dire, voilà, Legends of Tomorrow c'est complètement what the fuck, c'est n'importe quoi, ça délire à tous les coins de rue, voilà quoi, au secours. Ah non, il y a de bonnes idées et voilà, il y a ça dedans et ça culmine, on va dire, donc c'est dans la saison, dans les dernières saisons. Alors ça dépend évidemment de la série, c'est la saison 8 de Arrow, mais ça doit être la saison 5 ou 6 de Flash. 5, c'est la saison 5 de Flash, la saison 5 aussi ou 4 de Legend of Tomorrow, où donc il y a justement un événement Crisis qui explique en fait, puis dans Supergirl aussi, je sais plus, ça doit être la saison 4, je crois. Enfin, voilà, vous corrigerez de vous-même, vous verrez, de toute façon il y a un événement comme ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait un déjà sur la Terre X, la Terre 10, qui était super intéressant. Et ils en ont fait un aussi en reprenant en fait cette intrigue-là, puisque ça c'est la source d'inspiration de Crisis. Il y en a eu une autre depuis d'autres Crisis, mais la vraie Crisis d'origine c'est celle-là. Donc c'est celle qui date des années 80. Hein. C'est cette version-là. Voilà, c'est 86, comme je vous avais dit dans la vidéo sur DC Heroes. C'est juste après en fait l'apparition de la deuxième édition, de la première édition. Entre la première et la deuxième, il y a eu lieu donc cet événement-là, la Crisis, qui est vraiment, on va dire, un événement majeur où on découvre en fait toute la portée et toute la richesse de l'univers d'ici. Donc les dessins évidemment sont extrêmement datés, hein, c'est vraiment les dessins de l'époque, des dessins comics. Mais l'intrigue, elle, vaut vraiment le détour. Moi j'avais eu énormément de plaisir à le lire. Voilà. Et donc c'est en 4 tomes. Et c'est vraiment fondateur si vous voulez comprendre l'univers d'ici. Il n'y a pas le choix, faut quand même aller consulter ça parce que
ça vous explique toutes les problématiques et tout ce qui va en fait conditionner les comics d'après, le Rebirth même aussi, parce que le Rebirth est né aussi d'une autre crisis qui est due donc au paradoxe Flashpoint, qui lui est beaucoup plus récent. Donc c'est Flash qui en fait remonte dans le temps pour sauver sa mère et qui va donc complètement mettre à bas l'univers et redessiner en fait le destin de l'univers d'ici. Où là en fait aussi dans l'univers filmique donc du Arrowverse, les réalités, on va dire, vont disparaître, vont être détruites, et l'univers va être scindé en un seul univers. Donc il n'y aura plus d'univers alternatif, plus de dimensions parallèles, si je puis dire. Bref, tout ça, en fait, voilà, les bases sont là-dedans, dans ce comics qui date donc de 86. Alors après, mes derniers petites choses, ça c'est les derniers que j'ai lus et qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Donc il y a tout d'abord donc, ceux qui sont parus dans les Urban Comics à 5 €. Il y en a eu énormément de très intéressants, mais le plus intéressant que je vous montrerai, c'est celui-ci. C'est Batman vs Bane, que je connaissais pas du tout. Il m'a attiré l'œil parce qu'au niveau des graphismes, il était plutôt intéressant à mes yeux. Et là, c'est vraiment une histoire, une intrigue. Au départ, je me dis, mais où ils veulent en venir, quoi. Et c'est finalement, quand on arrive à la fin, on se dit, waouh, c'est diablement intéressant. Moi, je pensais pas comment dire à une telle chose. C'est tellement malin, c'est tellement original que voilà. Et ça reprend, on va dire, donc toute cette dimension de la, on va dire, de l'opposition justement entre Bane et Batman. Et Batman, en fait, pour résumer un petit peu l'intrigue, il veut sauver quand même quelqu'un. Et pour ça, eh ben, il va rentrer, comment dire, dans la prison où Bane est enfermé, une prison vraiment de haute sécurité, et il va s'aider en fait de patients d'Arkham qu'il va faire libérer pour l'occasion. Donc il va utiliser en fait les qualités de chacun pour concrètement réussir son objectif. Et c'est extrêmement malin, c'est génial. Moi j'ai trouvé ça vraiment. Donc voilà, pour 5 €, franchement, si vous arrivez à le trouver, ça vaut largement la peine. Et le dernier que j'ai lu, et qui date de pas très très longtemps, Arline. Là, c'est les origines d'Harley Quinn. Donc par un auteur, donc c'est Stefan Sejic. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et franchement, on vous raconte en fait les origines d'Harley Quinn, en plus avec une qualité graphique qui est vraiment prodigieuse. Enfin, moi j'ai trouvé que voilà, ça avait son sens, avec un Joker qu'on voit sous un jour un peu différent, puisqu'on le voit un peu par le prisme probablement du regard d'Harley Quinn, qui au départ est le Dr Quinzel, qui donc est son thérapeute, si je puis dire, son thérapeute, pardon. On va essayer d'arrêter de parler franglais. Et donc, la naissance d'Harley Quinn, elle est vraiment racontée, chapitre par chapitre, on la voit, on va dire, descendre en enfer, et devenir en fait la criminelle qu'on connaît, à cause évidemment de sa rencontre et de son histoire d'amour avec le Joker, plus sa rencontre avec d'autres personnages majeurs, dont en particulier donc Harvey Dent de Double Face, Two Face, Poison Ivy, etc. Et franchement, la couverture, elle est, voilà, ça casse les genoux. L'intérieur, pareil, franchement, la qualité graphique, elle est voilà, magistrale. Et le récit se lit très très bien. Psychologiquement, moi je me disais, alors ça va être bateau, ça va être. Mais non, en fait, ça a l'air simplement écrit comme ça, mais on finit par quand même voir, on va dire, toute la richesse, on va dire, psychologique de l'ensemble. Et on finit par vraiment rentrer dans cette intrigue avec vraiment une descente aux enfers de la part du personnage qui va donc devenir la Harley Quinn qu'on connaît. Donc voilà, Arline, je vous le conseille vivement. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps, hein, celui-ci, il doit dater probablement de cette année ou de l'année dernière. Je regarde au niveau de la... Ouais, c'est sorti en 2019 en VO, et donc chez Urban Comics, ça doit être sorti, si j'arrive à retrouver encore la date, qui comme d'habitude, je sais jamais où elle est, 2020, mai 2020, pour la première impression en tout cas. Voilà, donc là j'ai fait le tour de tous les comics qui moi je juge, on va dire, intéressants pour rentrer dans l'univers d'ici. Et maintenant je vais terminer sur les séries télé incontournables de l'univers d'ici.
Je vous parlerai pas du Arrowverse parce que bah, voilà, le Arrowverse c'est très inégal. Et globalement, c'est pas extraordinaire, même si bon, on peut le regarder comme source d'inspiration, hein, c'est jamais perdu. Par contre, il y a deux séries dans l'univers d'ici qui sont vraiment d'une qualité, voilà, qui font partie d'ailleurs techniquement du Arrowverse, hein, c'est des univers parallèles. Il y a Titan déjà. Donc il y a les deux coffrets qui sont sortis, donc elle est disponible sur Netflix. La saison 3 d'ailleurs va être bientôt diffusée sur Netflix. Et voilà, vous avez les deux coffrets qui sont pas très chers si vous voulez revoir la série. C'est vraiment, ça décape. Voilà, on a vraiment une version sombre, noire, vraiment. C'est au départ, j'ai tiqué parce que bon, voilà, on voyait certains personnages qui étaient vraiment pas comme on s'y attendait. Finalement, quand on y regarde, ça, c'est vraiment excellent. Le Robin, donc, enfin, premier Robin, donc Nightwing, c'est-à-dire donc Dick Grayson, est exceptionnel. La relation, comment dire, entre Dove et Hawk est géniale. La version de Raven est plutôt intéressante. Voilà, le Team Drake, donc le Robin suivant, est excellent. Bruce Wayne, on voit pas Batman, on voit Bruce Wayne dans la série, qui est joué donc par cet acteur anglais prodigieux, donc qui joue, on va dire, donc dans Game of Thrones, qui joue le protecteur, comment dire, de Daenerys. C'est comment il s'appelle déjà? Son nom m'échappe, mais bon, vous le retrouverez de qui je parle. Voilà, c'est pas Mormont, oui si c'est Mormont, je crois, ou quelque chose comme ça. Et franchement, cet acteur voilà, joue un Bruce Wayne exceptionnel. J'arriverai pas à me retrouver le nom, décidément. C'est le jour des trous de mémoire. Mais oui, c'est Jonas Mormont, oui, ça doit être ça. Je crois, si mes souvenirs sont bons. Je pense que je dis pas de bêtises, sinon vous rectifierez dans les commentaires. Donc la saison 1, la saison 2, franchement, si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas Netflix, voilà, vous pouvez prendre les DVD, même si c'est plus très à la mode. Ou sinon, voilà, regardez chez quelqu'un qui a Netflix cette magnifique série avant que la saison 3 n'arrive. Voilà. Et la deuxième, qui moi, pareil, m'a scotché. J'étais déçu, comment dire, qu'elle soit diffusée sur aucune plateforme qu'on ne peut avoir en France, alors que pourtant c'est une série extrêmement intéressante. Donc je crois on peut la voir sur Sci-Fi. C'est Doom Patrol. Donc il y a les deux premières saisons. La troisième saison est encore en cours de diffusion, ou presque sûrement terminée, parce qu'il y a 10 épisodes à chaque fois. Pareil, c'est un groupe méconnu de l'univers d'ici, mais qui pourtant est super intéressant. Et la dimension qui est donnée à l'univers, aux personnages, c'est strange, hein, c'est extrêmement weird, comme on dit, donc c'est vraiment d'une étrangeté. C'est vraiment, on est au pays, on va dire, c'est un mélange de DC et d'X-Files, avec des héros, anti-héros qui se cherchent, qui ont un passé, comment dire, avec une très grande épaisseur, avec une palme, comment dire, pour le personnage justement comment dire, comment elle s'appelle, c'est Crazy Jane, qui est vraiment excellent puisque donc c'est un personnage qui a de multiples personnalités. Donc c'est vraiment un groupe qu'on connaît pas beaucoup, hein. Moi la Doom Patrol, je la connaissais juste de nom. Je l'ai jamais vu de comics, on va dire, ou lu de comics de la Doom Patrol. Et là, franchement, son portage en série est excellent. Donc on a quand même, pour jouer donc le boss, Timothy Dalton, c'est quand même pas rien. On a donc des acteurs, il y a Brendan Fraser qui joue justement Robotman. Donc après Crazy Jane, donc le personnage, je connais pas l'actrice, mais vraiment excellent. Bon, le Cyborg, moi je le trouve pas terrible, on va dire, dans cette version-là. Et c'est une des versions, puisqu'il y a une autre version de Cyborg qui existe dans le multivers. Donc c'est celui évidemment de la Justice League de Snyder. Donc plus Negative Man, donc Elongated Woman, donc la femme élastique en fait. Donc c'est comment elle s'appelle déjà? C'est Rita Farr, voilà, une ancienne actrice névrosée qui est une star déchue, on va dire, du showbiz, qui a eu, on va dire, des petits soucis, puis toute une intrigue en fait qui les lie, qui est voilà autour justement du boss, qui donc dans la première saison le boss disparaît et donc ils vont chercher à le retrouver pendant toute la saison. Et dans la deuxième saison, le boss est revenu et là en fait il revient avec sa fille et ça affiche un bazar sans nom. Donc vous voyez en plus avec une
une esthétique, comment dire, qui fait vraiment penser au magicien d'Oz. C'est pas pour rien, hein, il y a une explication, on va dire, là-dedans. Un peu, cette petite fille, c'est un peu la Dorothy, avec, on va dire, tous les autres qui font penser en fait au personnage du magicien d'Oz. L'homme de paille, l'homme de fer, voilà, il manque le lion quand même. On se demande qui c'est. Mais voilà, il y a ça, plus, on va dire, toute une profondeur au niveau des personnages. Franchement, moi je vous le conseille vivement. C'est une série, voilà, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et enfin, je terminerai par ce que je juge être vraiment le film de l'univers d'ici, il n'y en a pas beaucoup, qui vaille le coup, la Snyder Cut de Justice League. C'est 4 heures, mais c'est 4 heures qui valent le coup. La première version, franchement, m'avait fait détester l'univers d'ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est n'importe quoi. Bon, là, tout n'est pas parfait. Hein. J'aime pas trop, on va dire, même la nouvelle version, on va dire, de certains effets spéciaux, comme pour Steppenwolf, qui est donc le lieutenant de Darkseid, le grand méchant derrière toute cette intrigue, mais qu'on ne voit que très peu. Enfin, au moins, on le voit dans cette version-là. Et donc, là où autant donc Man of Steel était pas trop mal, Dawn of Justice était pas terrible, bah là on arrive quand même à une version de Justice League qui vaut le coup d'être vue. Bon, certains pourront trouver évidemment que, mais moi je trouve que voilà, le Snyderverse mérite d'être remis à l'honneur. Sinon tout le reste des films d'ici, franchement, ne me ne m'attire pas plus que cela. Je les ai vus. Voilà, Aquaman, j'ai trouvé que ça faisait mal aux yeux au niveau des couleurs et que c'était pas très intéressant, même si pourtant il a eu énormément de succès. J'attends pas Flash avec beaucoup d'intérêt. J'ai bien aimé quand même Suicide Squad 2 en termes au niveau des films, qui était vraiment excellent. Franchement, voilà, il n'est pas encore sorti en DVD, donc je peux pas vous le présenter, mais je vous en parle quand même parce que je l'ai vu au cinéma et franchement là je me suis dit waouh, autant le premier était vraiment un désastre, autant là ce Suicide Squad 2 était fou. Oh là 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 là. Voilà, là on avait vraiment un film de niveau. Donc s'il y a vraiment deux films dans l'univers de DC à voir, la Justice League version Snyder Cut et Suicide Squad qui va sortir bientôt en DVD. Voilà, ben je crois que j'ai fait le tour au niveau des inspi. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions en commentaire ou des besoins de conseils pour certaines BD, certaines versions, ben n'hésitez pas à me poser la question. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, ben jouez bien, inspirez-vous bien avec tous ces univers. Ça en vaut largement la peine. Franchement, voilà, les inspi, on les trouve partout. Et dans les comics, en tout cas, il y a des idées vraiment géniales qu'il ne faut pas passer à côté, quoi. Pour sa culture, pour son plaisir de lecture. Il ne faut pas passer à côté voilà, de tout ce que je vous ai présenté, qui sont vraiment, on va dire, des œuvres majeures, des incontournables. Et même dans les récents, comme je vous ai montré, il y a aussi des très très bonnes choses. Voilà. Et même moi, j'ai encore à en découvrir. Hein. Je ne connais pas tout. Je n'ai pas prétention. Voilà, j'ai des bases, j'ai des piliers, on va dire, qui fondent, on va dire, ma culture comics. Et je découvre des choses un peu tous les jours, quoi. Voilà. Et donc, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres, peut-être, vidéos justement sur la culture comics, sur des jeux de rôle tirés de comics ou de genre super-héros. Et ben, sinon, ben, jouez bien. À bientôt.